Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio, toujours plus nombreux et ça nous réjouit. Maude Bréjon est notre invitée ce matin, porte-parole du gouvernement. Maude Bréjon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. La commission des finances de l'Assemblée nationale demande officiellement de pouvoir enquêter sur le déficit des comptes publics. La demande sera transmise à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, puis notifiée au gouvernement. Est-ce que le gouvernement souhaite cette commission d'enquête? Il est tout à fait légitime que des parlementaires veuillent comprendre ce qui s'est passé dans des gouvernements précédents. Et donc moi, j'y suis évidemment, par principe, plutôt favorable. Vous soutenez cette initiative? Ce que je veux dire, le gouvernement soutient cette initiative. Il y a une différence entre vouloir comprendre ce qui s'est passé et chercher des coupables, mener une chasse à l'homme contre des anciens ministres. C'est pas la même chose. Donc, si l'objectif, c'est de regarder lucidement pour que ça ne se reproduise pas, on ne peut qu'y être favorable. Si l'objectif c'est de pointer les uns et les autres du doigt en essayant encore une fois de trouver des coupables, voilà. Encore une fois, je dis. Vous nous garantissez qu'il n'y a pas de culpabilité, qu'il n'y a pas volonté de falsification des comptes, qu'il n'y a pas volonté de dissimulation des comptes. Moi, j'étais députée depuis 2 ans. Oui, je sais. J'ai vu Bruno Le Maire répondre à l'Assemblée nationale, au Sénat, à chaque fois qu'il était auditionné, s'exprimer dans les médias. Je ne peux que constater la transparence dont il a fait preuve, et je note d'ailleurs qu'il s'est exprimé favorablement suite à cette demande de commission d'enquête en disant qu'il était à disposition du Parlement. De toute façon, c'est l'Élysée qui décidait, non? Pardonnez-moi, il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur. On a traversé des années de crise. Le coronavirus, l'énergie, l'inflation. On a mis des aides exceptionnelles. Vos auditeurs en ont probablement bénéficié, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Je n'ai pas souvenir, Jean-Jacques Bourdin, à l'époque, d'entendre beaucoup les oppositions nous dire qu'il ne fallait pas prendre en charge le salaire des Français durant le Covid, qu'il ne fallait pas déployer 50 milliards d'euros au sein du bouclier tarifaire pour l'énergie. Non seulement tout le monde était d'accord, mais en plus, on nous en demandait plus. Donc, voilà, que chacun fasse preuve un petit peu de modestie par rapport à la situation. On doit en faire preuve également, et cette commission d'enquête doit permettre de mettre la lumière sur des choses qui ont peut-être mal fonctionné. Alors, le budget, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national ne veulent pas voter votre budget. Nous verrons bien à la fin des discussions. Est-ce qu'à la fin des discussions, il y aura une utilisation éventuelle du 49.3 ? Ce qui est certain, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'il faudra un budget pour la France. Voilà. Il faudra un budget par 49.3 si c'est nécessaire. Il faudra un budget pour payer les fonctionnaires, il faudra un budget pour financer les services publics. Notre souhait, c'est que la discussion et le débat puissent se tenir aussi longtemps que nécessaire. Il a commencé hier soir en commission des finances, il sera en séance à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Nous, on arrive avec une copie, une équation qui fonctionne. 2/3 de réduction de dépenses, 1/3 de contribution exceptionnelle. Si les parlementaires ont des idées, et je vois qu'ils en ont beaucoup, pour faire différemment et mieux en respectant ce cadre budgétaire-là, qui est un cadre qui est très difficile, on est évidemment ouvert à toutes les propositions. Maude Bréjon, est-ce que le 49.3 sera éventuellement déclenché avant la fin de la discussion budgétaire ? Moi, je ne suis pas Madame Irma. Ce que je dis, c'est que notre volonté, c'est de tracer des chemins de compromis. Et je note que... Donc, pas de déclenchement du 49.3 avant la fin de la discussion budgétaire. Encore une fois, notre objectif, c'est de laisser les débats se tenir. Maintenant, à la fin, il faudra un budget. On verra bien comment se passent les débats. On verra bien comment se passent les débats. Donc, c'est possible de déclencher le 49.3 au milieu des débats. Vous savez, moi, en politique, j'ai appris à ne jamais dire jamais. Bon, d'accord. Ne jamais dire jamais, donc c'est possible. Contribution sur les revenus, c'est la première mesure votée hier en commission, vous l'avez vu, impôt supplémentaire, donc, et ce ne sera pas limité dans le temps, contrairement à ce que voulait le gouvernement. Notre position, elle est simple, c'est de dire qu'on est face à une situation exceptionnelle, à une situation d'urgence, à une situation qui est grave, et donc on demande
temporairement à ceux qui le peuvent le plus. On parle, pardonnez-moi, de plus de 500 000 euros par an pour un couple. C'est pas tout à fait la classe moyenne. De contribuer davantage sur une durée de 3 ans. On estime que ça doit rester temporaire. C'est pas ce qu'a dit la Commission hier. Mais la Commission est tout à fait libre. Je vous dis quelle est la position du gouvernement. Donc, et ce délai-là doit permettre de retrouver une trajectoire plus saine et de mener des réformes structurelles. Alors, Maude Bréjon, parlons du budget, puis nous passerons à un autre sujet. La revalorisation des pensions de retraite sera-t-elle décalée de 6 mois? Vous le confirmez? Vous tenez bon là-dessus? On a conscience que c'est un effort qui est un effort demandé aux retraités, encore une fois, avec un engagement qui est le nôtre, c'est celui de maintenir une indexation avec quelques mois de décalage, mais de maintenir une indexation. Vous dites oui, nous gardons ce décalage. Ensuite, c'est dans la proposition initiale du gouvernement. Je voudrais préciser quand même que les minima de retraite seront, eux, bien revalorisés en janvier, comme c'est prévu, et redire quand même que les retraites ont été revalorisées les dernières années, notamment début 2024, à plus de 5%, c'est-à-dire au-dessus de l'inflation. Légèrement au-dessus de l'inflation. Donc, on fait cette proposition-là. Maintenant, on est ouvert à la discussion sur les plus petites retraites. Et tout ça se fera dans le cadre du débat parlementaire. Vous pourriez épargner les petites retraites? Nous n'excluons rien. La seule condition... Nous n'excluons rien. La seule condition qu'on met... Donc ne seraient concernés que les retraités au-dessus d'un certain seuil. On est ouvert à la discussion. Et c'est bien normal. Vous n'êtes pas contre ça? On n'est pas contre par principe. Ça nécessitera, en revanche, d'avoir un équilibre global. Et donc, ça veut dire faire plus de réduction de dépenses ailleurs. Alors, j'ai 2 autres questions sur le budget. Pouvez-vous me garantir ce matin, parce que ça importe beaucoup, les Français sont très attachés à l'aide, au crédit d'impôt pour l'aide à domicile. Est-ce que vous pouvez me garantir que ce crédit d'impôt pour l'aide à domicile sera maintenu? Aujourd'hui, telle que la proposition du gouvernement est formulée, l'objectif n'est pas de revenir dessus. Maintenant, je ne peux pas préempter les débats. Oui. Voilà, je ne veux pas préempter les débats. Le gouvernement restera ferme sur cette position. Je ne veux pas préempter les débats et je vous renvoie là pour le coup vers mon collègue Laurent Saint-Martin. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour les gens. Ça ne sera pas raboté? Je sais que c'est quelque chose qui est important pour les gens, qui apporte beaucoup. Beaucoup de familles y ont évidemment l'utilisent. Mais on verra comment ça se passe durant les débats. On a bien conscience de l'importance en tout cas de la mesure pour les Français. Est-ce que l'augmentation des taxes sur l'électricité est maintenue? Notre objectif, c'est que les factures des Français sur l'électricité baissent et que les factures sur le gaz, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, n'augmentent pas. Notamment dans votre gouvernement. On s'engage d'une part à ce qu'il n'y ait pas de hausse. En tout cas, c'est notre position. Le Parlement est souverain, mais notre position, c'est aucune hausse des taxes sur le gaz. Il y a 12 millions de Français. 12 millions de Français qui se chauffent au gaz et qui n'ont pas à payer de plein fouet une augmentation des taxes décidée, je pense, au Parlement. Et ensuite, on s'engage à ce que l'électricité baisse d'environ 10% pour 80% des Français qui aujourd'hui sont en tarif réglementé et pour les 20% restants, leurs factures ont déjà baissé parce que les prix du marché ont déjà baissé. La facture baissera, mais moins que prévu. Elle baissera de 10%, un peu moins que prévu, mais après... De 10% quand ? Février. C'est le temps de la mise à jour des tarifs réglementés en début d'année. Je rappelle que nous avons mis 50 milliards d'euros dans le bouclier tarifaire. On s'en rendait pas compte au quotidien, mais l'État est allé jusqu'à prendre en charge près de la moitié des factures d'électricité des Français, précisément en baissant les taxes. Et donc là, l'objectif est de revenir à un niveau normal qui est celui d'avant-crise. Je crois que chacun comprend qu'après une période exceptionnelle où, croyez-moi, on a beaucoup aidé, et ça nous est d'ailleurs reproché par certains aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on retrouve un équilibre dans les comptes de l'État, comme on le ferait dans les comptes des particuliers. Est-ce que le gel des crédits consacrés à l'AME sera... est-ce que les crédits consacrés à l'AME seront gelés, simplement? Dans les lettres plafond, dans les objectifs de dépenses des ministères qui ont été transmis à chacun des ministères à l'été, il y avait une hausse d'environ, je crois, 100 millions d'euros de l'aide médicale d'État. Notre position, et ce que nous proposons, c'est de geler les dépenses de l'AME par rapport à ce que c'était en 2024. Donc, d'accepter un amendement qui proposerait que ces dépenses
n'augmente pas. En parallèle, pour contenir ces dépenses à long terme, il n'y a pas uniquement les amendements. Enfin, on va se dire les choses. Si vous voulez freiner les dépenses de l'AME, commencez par freiner l'immigration clandestine. J'ai l'impression d'ouvrir... Pardonnez-moi. C'est ma transition, non, mais Maud Brejon. Le bon sens, c'est quand même ça. Ben, évidemment. Et ensuite, nous regarderons si des mesures supplémentaires... Une réforme de l'AME. Pour contenir l'AME, si des mesures sont nécessaires. Nous n'y sommes pas fermés. Mais la première chose, pardonnez-moi, encore une fois, pour contenir le budget de l'AME, c'est de contenir l'immigration clandestine. Alors, je vais y venir, Maud Brejon, mais la réforme de l'AME sera-t-elle inscrite dans la loi immigration, cette fameuse loi qui est prévue pour quand d'ailleurs cette loi? Attendez, pour quand? Début 2025. Les premiers mois de l'année 2025. Vous savez qu'il y a un certain nombre de lois qui devraient être discutées en début 2025. Il y a une loi sur la simplification, il y a la loi sur la fin de vie, il y a la loi sur l'immigration. Loi sur la fin de vie, début 2025 aussi? En tout cas, c'est l'objectif. Vous reprendrez le texte? Il y aura des discussions d'abord avec les parlementaires, avec les différentes parties prenantes. Mais c'est, je crois, plutôt l'objectif du Premier ministre et il l'a formulé en ce sens. Faut le faire encore une fois sans polémique, sans idéologie. Donc tout ça pour vous dire qu'on a un certain nombre de projets pour le début d'année 2025 et qu'on verra comment est-ce qu'on les cale dans le calendrier parlementaire. La réforme de l'AME sera-t-elle inscrite dans la loi immigration? La réforme de l'AME, c'est soit du réglementaire, soit du législatif. Donc ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire dessus. De façon plus générale, sur cette réforme de l'immigration que j'ai moi-même annoncé chez vos confrères il y a une petite semaine de ça. J'entends les crispations que ça peut susciter ici ou là. Mais enfin, Jean-Jacques Bourdin, qui peut aujourd'hui prétendre que l'immigration est suffisamment contrôlée en France ? Qui peut aller devant les électeurs, devant les Français, en disant qu'il n'y a aucun problème, qu'en fait tout va bien, que l'immigration irrégulière, telle qu'elle est aujourd'hui, ne pose pas de problème, que ça ne génère aucun problème d'insécurité. C'est une chance pour la France. Que les dispositifs d'insertion fonctionnent bien. Ou pas Moi, je ne réponds pas de façon aussi manichéenne. Je vais vous dire... Vous ne dites pas oui. Vous ne dites pas oui. Vous ne dites pas non. Je vous dis que quand l'immigration est irrégulière, qu'elle est incontrôlée, qu'elle génère de l'insécurité, qu'elle n'est pas adossée à des dispositifs d'insertion qui fonctionnent. Non, ce n'est pas une chance pour la France. Quand l'immigration, encore une fois, est contrôlée et choisie avec des gens qui travaillent, qui respectent nos lois, qui apportent dans les secteurs de l'agriculture, dans l'industrie, dans la restauration, oui, elle apporte à la France. Mais donc, il nous faut une immigration contrôlée et choisie. C'est du bon sens. Bien, des quotas. Vous êtes favorable à des quotas migratoires? Du quota sur quoi? Des quotas professionnels, sur une immigration choisie, une immigration contrôlée. Parce que des quotas, par exemple, sur le droit d'asile... Comme par exemple le fait l'Italie. Ou comme le fait la Hongrie. Monsieur Orban qui nous dit qu'il n'y a pas d'immigration, ce qui est faux. Il y a une immigration de travail en Hongrie. Ouais, il nous faut définir les secteurs, et on a commencé à le faire, dans lesquels on a besoin de main-d'œuvre. Pas non plus se mentir. Hein. Donc régularisation. On sait bien qu'il y a des secteurs aujourd'hui en tension qui ne tournent pas sans une main-d'œuvre issue de l'immigration. Et d'ailleurs, on fait déjà appel à une main-d'œuvre issue de l'immigration. Est-ce que aller vers les quotas, tel que ça a été le cas avant, permettrait de gérer les problèmes? J'en suis pas certaine. Moi, je crois qu'il y a 3 échelles qui doivent être utilisées et qui sont pertinentes. C'est l'échelle internationale. Il faut qu'on assume des bras de fer avec les pays d'origine pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. L'échelle européenne, où il faut qu'on contrôle davantage les frontières à l'échelle de l'Union européenne. Et l'échelle nationale, où on doit faire preuve d'une grande fermeté avec celles et ceux qui ne respectent pas nos lois. Gérald Darmanin, et moi je veux saluer son action, a commencé à le faire avec la loi immigration qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais on ne va pas s'interdire de proposer au Parlement des mesures supplémentaires. Mais à quoi sert une nouvelle loi? C'est ce que dit Gabriel Attal, alors que les décrets d'application ne sont pas tous sortis, alors que la loi immigration n'est pas encore appliquée, la récente, la dernière. Alors elle est en partie. C'est ce que dit Gabriel Attal, c'est pas moi. Elle est en partie appliquée. Mais la question se pose, est-ce qu'on estime que l'état actuel de la situation est satisfaisant? Moi, je ne crois pas. Et je vais vous dire, vous allez sur n'importe quel marché de France, les gens vous en parlent, les gens vous demandent d'agir. Qu'est-ce qu'on a proposé dans cette loi, par exemple? Enfin, on a dit aujourd'hui, les migrants en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux,
on veut pouvoir les maintenir en centre de rétention administratif plus longtemps. Donc de ce sera 90 210 jours. à 210 jours, le temps notamment d'obtenir les laissez-passer consulaires des pays d'origine pour les renvoyer dans leur pays d'origine. En fait, c'est du bon sens qui peut s'opposer à ça. Je sais pas moi. Enfin, la question derrière, c'est que, pardonnez-moi, hein, c'est celle de la sécurité des Français aussi. Alors, Maude Bréjon, Michel Barnier et Bruno Retailleau rencontreront demain les ministres italiens des Affaires étrangères et de l'Intérieur. L'Italie a conclu un accord avec l'Albanie qui permet à l'Italie d'envoyer des migrants dans ce pays. Est-ce que la France pourrait signer des accords semblables ? En tout cas, c'est une volonté qui est portée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Des accords semblables ? En tout cas, c'est à l'étude au ministère de l'Intérieur. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Oui, c'est de la diplomatie, c'est des échanges. La France pourrait signer des accords avec des pays tiers. On ne se l'interdit pas. On ne se l'interdit pas pour accueillir des migrants. On ne se l'interdit pas. Avec l'Albanie aussi ? On ne se l'interdit pas. Je ne rentrerai pas dans le détail des pays, mais je note que mon collègue Bruno Retailleau, qui est extrêmement déterminé sur la question, c'est un modèle à suivre, a dit l'Italie ? Oui. En tout cas, cette solution-là doit être étudiée. Mais Bruno Retailleau l'a dit. Il a dit qu'il allait lancer des discussions avec différents pays pour voir ce qui était possible de faire. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est un modèle à suivre. Et pourquoi pas ? En tout cas, regardons si ça fonctionne. Oui. Je change de sujet. Maude Bréjon. Parlons de Sanofi. À Compiègne et Lisieux, les salariés d'Opella, la filiale de Sanofi, se mettent en grève. Alors, ils s'inquiètent pour leur avenir, ils s'inquiètent pour leur emploi. Est-ce que vous bloquerez la vente de cette division de Sanofi ? Est-ce que le gouvernement peut et veut bloquer cette vente ? Deux choses. D'abord, notre objectif, c'est d'obtenir les exigences nécessaires afin de ne pas avoir à prendre cette décision. C'est une évidence. Sur les emplois, sur la production, sur l'approvisionnement du pays. Si vous n'obtenez pas ces exigences... Si nous n'obtenons pas ces exigences, nous pourrons bloquer cette vente, oui. Parce que derrière, c'est une question de souveraineté française. D'ailleurs, je pense que, vous savez, au-delà des salariés, et que je comprends évidemment, c'est une affaire qui parle à tous les Français. Parce que le Doliprane, c'est le médicament du quotidien. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on prend quand on a mal à la tête. C'est du paracétamol, il y a de multiples... Ça, paracétamol, pardon, c'est une vieille molécule qui date de je ne sais trop quand, plus de 100 ans maintenant. Oui, mais à l'heure où, quelques années après le Covid... c'est une priorité industrielle, le Doliprane ? En tout cas, c'est une priorité industrielle, d'avoir sur notre sol les sites de production, de préserver les emplois, de préserver le siège social. Et c'est ce que pousse le ministre de l'Économie et des Finances. Donc, on demande des exigences extrêmement claires. Notre objectif n'est pas de bloquer la vente, c'est d'arriver par le dialogue à obtenir des engagements écrits. Et si on n'arrive pas à obtenir des engagements écrits, on ne s'interdit pas d'utiliser tous les autres leviers. Mais on souhaite évidemment que ça se passe bien pour les salariés, pour l'entreprise, pour les Français, les territoires concernés. Maude Bréjon, Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron au Conseil des ministres. Vous étiez en Conseil des ministres. J'étais en Conseil des ministres. Est-ce qu'il a déclaré est-ce qu'il a dit cela ? Tout simplement. Ce propos, je ne confirme pas le phrasé exact, s'inscrivait dans un cadre global. Mais donc sur il a la dit nécessité, cela, parce que ça n'a pas été démenti par l'Élysée, donc il l'a dit. Sur la nécessité, des différents pays du Moyen-Orient de respecter les règles internationales. Moi, je vais vous dire, je ne laisserai pas dire que le président de la République n'a pas été aux côtés d'Israël et du peuple israélien depuis un an et depuis Mais c'est-il livré, pardon, Maude Bréjon, je vous coupe, c'est-il livré à une affligeante distorsion de l'histoire, comme le dit Benyamin Netanyahou, ce n'est pas moi, mais... Il a rappelé les uns et les autres la nécessité qu'ont les uns et les autres de respecter les règles internationales.
Israël ne les respecte pas. Pardonnez-moi. Israël ne respecte pas les règles internationales. Il l'a dit dans un cadre global. La position de la France, elle est simple. La position de la France, c'est celle de la désescalade qui doit passer par la diplomatie. Alors, est-ce qu'Israël respecte les règles internationales? Pour la sécurité des peuples sur place, et notamment du peuple israélien. La France se tient aux côtés d'Israël. La France a toujours soutenu Israël dans sa légitimité à se défendre, comme elle soutient aujourd'hui le Liban, parce que derrière, on parle de population civile, on parle de femmes, on parle d'enfants, et donc le rôle de la France aujourd'hui, c'est de travailler à un dialogue diplomatique qui doit aller dans le sens de la désescalade, parce que si l'embrasement continue, il n'y aura aucun avenir dans cette région. Aucun avenir. Maude Bréjon, est-ce qu'Israël respecte les règles internationales? En tout cas, Israël doit les respecter. Est-ce qu'Israël, au sud Liban, les respecte? Israël doit les respecter, c'est ce qu'a rappelé le président de la République. Bon, c'est ma réponse. Bien. Phrase prononcée, donc, vous confirmez par Emmanuel Macron. Je ne confirme pas le mot à mot, mais c'était une phrase dans un contexte. C'était une phrase dans un contexte, mais elle a été prononcée. Vous connaissez Renaval? Oui, vous avez entendu parler, c'est le Salon mondial de défense qui n'accueillera ni stand ni matériel israélien. Vous confirmez? Je ne le confirme pas ce matin. Et là, pour le coup, je vous renvoie vers mon collègue des armées. J'imagine. J'entends bien, les discussions qu'on peut avoir sur ces sujets, et ce sont des discussions qui sont importantes. Moi, ce que je veux redire, c'est encore une fois la position qui est celle de la France, qui est une position qui prend en compte les populations civiles, qui prend en compte l'histoire, qui prend en compte les complexités d'une situation au Proche et au Moyen-Orient, loin des positions très tranchées qu'on peut entendre en France. C'est pas tout noir ou tout blanc, voilà. Et la diplomatie, c'est exigeant. Ça marche pas toujours. Quand on réclame des cessez-le-feu, on ne les obtient pas nécessairement. Et pourtant, c'est la seule voie de sortie possible. Et je pense que beaucoup de Français le comprennent. Oui. Et d'ailleurs, le président de la République a parlé de conférence à propos du Liban. Oui, le 24 octobre, elle se tiendra en France. En France, avec qui? Ça, ce sera précisé par l'Élysée encore une fois. Israël sera invité? Mais ce sera l'occasion, je vous renvoie vers l'Élysée, sera l'occasion, encore une fois, de réaffirmer le rôle central qui est aussi celui de la France aujourd'hui dans la région, cette capacité qu'a le chef de l'État et qu'a historiquement notre pays à dialoguer avec les uns et les autres, ce qui nous confère quand même, et c'est important, sur le plan diplomatique, une place qui est une place pivot. Et donc on doit mettre en avant ce rôle-là, parce que c'est un rôle que peu de pays aujourd'hui peuvent avoir. Quand les États-Unis appellent à un cessez-le-feu au Liban, il y a quelques semaines de ça, avec qui le font-ils? Ils le font avec la France. C'est pas rien. Et ça veut dire quelque chose. Maude Bréjon, j'ai une dernière question. Paul Watson, vous savez, le fondateur de Sea Shepherd, Paul Watson demande l'asile politique à la France. Est-ce que nous allons lui accorder? Je pense que ce n'est pas tranché aujourd'hui. J'aimerais vous répondre. Ce n'est pas décidé. Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un profond respect et beaucoup d'admiration pour la cause qu'il a portée. Merci Maude Bréjon. Merci à vous. D'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Après le journal de 9h, Patrick Roger sera là.